on va dire, masse de départ. On va avoir même des départs plus importants, une masse de départ plus importante avec le vieillissement des agents et surtout avec les retraites progressives, voilà, qui augmentent le flux. On aura également probablement plus de départs avec la suspension de la réforme des retraites dont on va reparler. Il y aura un petit passage là-dessus parce que je pense que vous avez sans doute des interrogations et des questions. Vous n'êtes pas les seuls, c'est un peu pareil pour nous. Alors, tout de suite, on rentre dans le vif. La mission de l'employeur territorial. Il faut savoir que, et je reprends un petit peu les bases, beaucoup d'entre vous le savent déjà, mais comme il y a beaucoup de turnover dans les collectivités, beaucoup de gestionnaires prennent un petit peu le train en route, donc on reprend un petit peu tout ça. Donc, à contrario d'un départ dans le privé, où le salarié de droit privé est complètement autonome sur sa correction de carrière, sur les modalités de son départ, sur la date. C'est lui qui va regarder dans ses bulletins de paie s'il y a des choses à faire corriger, à faire valoir, à éventuellement téléverser sur son espace info-retraite ou assurance-retraite. Et bien dans le public, c'est une véritable mission de l'employeur territorial de gérer la carrière de l'agent, de vérifier si tout est conforme à la réalité, c'est-à-dire en fait aux arrêtés qui ont été pris au fur et à mesure de la carrière, et de regarder finalement si le calque des déclarations correspond bien à celui des arrêtés de la carrière. Donc, normalement, il serait souhaitable, en tant que gestionnaire RH, que, au fur et à mesure de l'avancement de la carrière, je dirais une fois par an, ça suffit, peut-être même une fois tous les 2 ans, vous vous connectiez sur la plateforme PEPS, que vous alliez voir dans le compte individuel retraite de l'agent, voir si les dernières périodes correspondent bien à la réalité. Est-ce que l'agent est bien déclaré en CLM? Est-ce que l'agent a bien été déclaré en CLD? Est-ce que l'accident de service est bien référencé? Est-ce que la NBI est bien renseignée? L'agent est-il en catégorie active, en catégorie sédentaire? Tous ces éléments vont avoir des impacts. Tous ces éléments peuvent venir modifier les scénarios de départ de l'agent, que ce soit un départ anticipé pour carrière longue, un départ pour catégorie active, ou même, ils vont venir impacter le montant. Si on a une disponibilité d'office pour raison de santé qui est mal référencée, qu'on a par exemple un congé maladie à la place, on ne va pas avoir la même liquidation. Voilà. Vous êtes, vous, employeur territorial, le garant d'une carrière à jour pour un juste calcul des droits. En tout cas, l'agent est en droit de vous réclamer une vérification et éventuellement une correction de carrière. Du coup, le centre de gestion, sa mission obligatoire en la matière, c'est, ouvrez les guillemets, l'aide à la fiabilisation des comptes individuels retraite. Fermez les guillemets. Les centres de gestion n'ont pas pour mission obligatoire de faire eux-mêmes les corrections de carrière, de recevoir les agents en rendez-vous pour accompagnement, ni d'instruire les dossiers. Il faut savoir que c'est une évolution un petit peu naturelle, historique, qui s'est opérée. Il y a eu un glissement dans la pratique des collectivités vers les centres de gestion, ce qui est tout à fait normal et compréhensible, puisque dans les petites collectivités, vous ne gérez pas 40 dossiers retraite par an. Vous n'êtes pas forcément à même de maîtriser toutes les évolutions réglementaires, législatives, toutes les subtilités sur les avantages familiaux. Donc, c'est bien normal de centraliser davantage la gestion des instructions retraite. Mais en tout cas, dans les faits, dans le droit, les centres de gestion n'ont pas cette mission. Voilà, on l'assume, et c'est la raison pour laquelle, finalement, aujourd'hui, on est 2. Voilà. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, il n'y avait qu'une seule personne qui s'occupait de ça. Aujourd'hui, on est 2 parce que la masse demande que l'on soit 2 pour s'en occuper. Voilà. Ne serait-ce que pour pouvoir assurer une continuité de gestion lorsqu'on n'est pas là. C'est normal d'être 2 finalement. Donc finalement, les webinaires, les ateliers, c'est pour nous notre façon de remplir notre mission obligatoire, c'est-à-dire l'aide à la fiabilisation des comptes individuels retraite. Voilà. Et ensuite, on a tout l'accompagnement qu'on propose. Alors, la délégation.
On ne va pas gérer vos dossiers retraite de façon automatique. On a besoin d'être informé que votre agent souhaite avoir de l'information à ce sujet. On a besoin surtout que vous nous déléguiez cette responsabilité. On ne peut pas être auto-compétent en la matière. Il y a des collectivités, je pense notamment à la ville d'Albi, je pense par exemple également au département, qui ont internalisé la gestion de leur dossier retraite. Voilà, ils ont un service compétent sur le sujet et on ne viendra pas, le SDIS également, voilà, et on ne viendra pas regarder évidemment dans leur dossier ou venir compléter une instruction. Et vous pourriez très bien également, même une plus petite collectivité pourrait très bien internaliser les retraites et à ce moment-là, on ne viendrait pas mettre notre nez dans la gestion de ces dossiers-là. Et vous pouvez aussi nous mandater. Voilà, donc on a besoin d'avoir l'information. On a aussi souvent des agents qui viennent nous voir directement, pensant que le centre de gestion est de facto compétent pour assurer la gestion de leur dossier. On viendra systématiquement faire rebondir cette demande sur vous, gestionnaire RH, pour que vous soyez au courant qu'on va regarder la carrière de l'agent, qu'on va éventuellement la corriger, qu'on va recevoir l'agent, etc., etc. Que vous ne découvriez pas 2 mois avant que l'agent va partir. Voilà, ce qui est tout à fait normal. Donc voilà, on peut être saisi pour mener à bien l'instruction, c'est pas obligatoire, et on vous tient informé de l'avancement des dossiers. On prendra contact directement avec vos agents sous réserve de votre accord et on vous sollicitera bien entendu pour obtenir des informations ou des pièces nécessaires à l'instruction. Ce qu'on viendra vous demander, c'est surtout des informations concernant la carrière. Voilà, on peut avoir des trous, des remontées DSN qui se sont mal faites, on voudra savoir ce qui s'est passé. Ou si on constate par exemple des incohérences. L'agent en 2004 a touché une ENBI, en janvier 2005 il n'en a pas touché, et en février ça reprend. Voilà, donc on se dit qu'effectivement à ce moment-là il y a eu un pépin. Donc on va déjà venir corriger la carrière de l'agent pour pouvoir travailler sur une base saine. À la suite de quoi, on prendra rendez-vous avec l'agent. On fixera un rendez-vous via votre intermédiaire. On vous proposera à vous, gestionnaire, des créneaux de rendez-vous pour que vous soyez au courant de quand est-ce que l'agent va venir. Voilà, que vous puissiez éventuellement le rappeler à l'agent si vous le souhaitez, ou en tout cas que ça serve de justificatif à l'agent s'il demande voilà, des modalités facilitées pour venir au rendez-vous. Donc on les reçoit directement au centre de gestion, en présentiel. Si c'est pas possible, que l'agent est loin, que c'est compliqué, on peut faire de la visio. Voilà, c'est pas un problème. On peut éventuellement aussi faire un rendez-vous téléphonique. En gros, on peut s'arranger. L'agent peut venir accompagner. Souvent, les agents viennent accompagner de leur époux, de leur épouse, de leurs enfants. Vous pouvez également accompagner votre agent, si vous le souhaitez, au rendez-vous, si vous voulez plus d'informations pour savoir comment ça se passe au niveau employeur. À l'occasion de ce rendez-vous, et je vais y revenir sur le détail, on informera l'agent d'un maximum de choses. Ensuite, on a la partie contrôle. Alors la partie contrôle, elle est plus anecdotique dans notre quotidien. Vous pouvez très bien rester maître de la procédure, de A à Z, et vous demander simplement un appui vérification. Il y a quelques collectivités comme ça qui veulent être à l'initiative de l'étude des dossiers, qui veulent instruire les dossiers de leurs agents, mais qui souhaitent quand même un deuxième regard. Voilà, c'est quelque chose pour lequel vous pouvez tout à fait nous mandater. Voilà. Vous nous passez un petit coup de téléphone, vous nous dites que le dossier est prêt sur la plateforme, on va venir regarder la carrière, on va venir voir s'il y a des choses qui nous semblent suspicieuses. Peut-être qu'on aura un dernier échange sur certaines pièces, et à ce moment-là, on enverra le dossier au régime. Voilà, pour l'instant, on est sur quelque chose d'assez souple du point de vue de la gestion et des relations qu'on a avec vous par rapport au dossier. Il est probable que ça évolue dans les années qui viennent. Il est probable pour que on passe sur une prestation tarifée. Voilà, certains centres de gestion sont déjà
en prestations tarifées, beaucoup le sont, hein, puisque comme notre mission principale est obligatoire, c'est l'aide à la fiabilisation et non pas l'instruction, qu'aujourd'hui on a doublé notre effectif, eh ben, il est possible, suivant la demande, suivant la masse de dossiers, eh ben, qu'on vienne procéder à une tarification. Alors une tarification raisonnable, hein, bien entendu. Pour l'instant, c'est pas tout à fait à l'ordre du jour, mais on y viendra probablement à un moment donné. Alors, constituer le dossier de départ. Donc, comment qu'on fait quand on a un agent qui vient nous voir et qu'il souhaite avoir des informations? Donc, l'agent vient vous voir, il ou elle a 58, 60 ans, se pose des questions, voudrait commencer à anticiper. Donc, à ce moment-là, eh ben, vous nous contactez par mail ou par téléphone. Vous nous expliquez qu'effectivement un agent souhaite prendre rendez-vous, avoir des informations, et on vous enverra un dossier vierge à compléter. Ce dossier, il est assez simple. Il a quelques documents obligatoires. Il y a un formulaire de demande de rendez-vous, une fiche APR, on va les détailler, hein, le livret de famille, relevé de carrière, service militaire, le cas échéant, le RIB, le bulletin de paie. Depuis, c'est vrai que je ne l'ai pas mis à jour, et c'est pas forcément systématique, mais depuis cette année, enfin depuis l'année dernière plutôt, on a un autre document qui est venu se rajouter à ça, qui est venu se greffer, qui est un petit formulaire de renseignement concernant la catégorie active. Voilà, vu que c'est un motif de départ assez casse-gueule, hein, pour parler pour parler franc, et on a voulu sécuriser au maximum l'instruction de ces dossiers-là, donc on a mis un formulaire supplémentaire. Voilà. Alors pour l'instant, vous pouvez nous en faire la demande et on vous le transfère par mail, hein, ce bundle de documents. À terme, il sera téléchargeable sur notre site internet directement. Donc vous n'aurez plus besoin de nous faire une demande particulière. Cette année, on va vraiment achalander le site. On va faire en sorte que vous puissiez retrouver le maximum d'informations sur le site internet, le maximum de documents en téléchargement. Le but étant que vous n'ayez pas besoin de nous interpeller, c'est de limiter les étapes, en fait, de rendre tout ça plus fluide. Alors, oui, dans les demandes de rendez-vous, on a une ligne qui correspond à la date souhaitée de radiation des cadres. Alors la plupart du temps, quand on reçoit un dossier, le champ est vide. Donc on ne sait pas du tout quand est-ce que l'agent... Alors c'est compréhensible, hein, l'agent des fois, il ne sait pas lui-même quand est-ce qu'il peut partir, donc c'est normal que des fois ce soit vide. Mais c'est quand même bien qu'on ait au moins une ligne d'horizon. Vous pouvez parler en trimestre, voilà. Deuxième trimestre 2026, troisième trimestre 2027, voilà, qu'on ait une idée, ou même vous pouvez très bien marquer le plus tôt possible. Ça nous donnera une idée, on va dire, de l'urgence du départ. On en a, hein, ça arrive régulièrement. Alors, dans les documents qu'on va vouloir vous demander, on va avoir déjà la fiche APR, l'accompagnement personnalisé retraite. Donc, il matérialise la demande de rendez-vous pour l'agent. Il permet au centre de gestion de déclarer à la Caisse des dépôts son action. Donc, en fait, ce document, on va transmettre son contenu à la Caisse des dépôts pour avoir finalement un retour statistique de notre intervention. À partir de quand? Eh bien, cette demande, elle peut être formulée au regard de l'âge légal d'un potentiel départ. On va commencer à accepter les rendez-vous 1 an avant le départ souhaité, ou bien 1 an avant une éventuelle retraite progressive. Passé les 1 an, ça commence à faire court. Ça commence à faire court parce que si l'agent, et c'est souvent le cas, a une carrière mixte, il va falloir qu'il opère peut-être des corrections de carrière au privé. Nous, on a la main sur les corrections de carrière au public, on peut les faire en très peu de temps. Par contre, au privé, sur ce que propose la CARSAT en termes de délai, on n'a pas du tout la main. Et des fois, on a des délais de 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois. Donc, ça va faire monter le stress des agents, puisqu'on ne peut pas faire un calcul des droits, on va dire précis, tant qu'on n'a pas une carrière complète. Donc, les simulations CNRACL qu'on va proposer peuvent être biaisées, si on n'a pas une carrière au privé corrigée, puisqu'on n'aura pas du coup une durée d'assurance
tout régime qui est bonne. Donc il faut absolument qu'on s'y prenne à l'avance. Les agents peuvent faire corriger leur carrière à partir de 55 ans. Il faut qu'ils le fassent. N'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est très simple finalement. L'agent crée son compte personnel sur le site de l'assurance retraite ou sur le site Info Retraite. À partir de là, il a une visibilité sur l'ensemble de sa carrière, y compris au privé comme au public, et il peut visualiser les périodes à trous. À ce moment-là, il fait ses propres recherches, en tout cas pour la partie privée, sur ses bulletins de paie qui correspondent à ces périodes à trous, et il téléverse sur son espace les bulletins qui correspondent à ça. À partir de là, c'est pris en charge par l'assurance retraite pour une correction dans des délais, eh bien, ça dépend, j'imagine, du nombre de demandes qu'ils ont. Donc ça, il faut vraiment le faire le plus tôt possible. Il faut savoir que la carrière du privé, c'est ça qui va nous poser problème, généralement, dans les instructions. C'est ça qui peut retarder notre prise de position, notamment sur un départ carrière longue. Voilà. C'est souvent le début de carrière qui pose problème pour la carrière longue. Or, les débuts de carrière sont très souvent au privé. Voilà. Ensuite, on a notre formulaire interne de demande de rendez-vous. Alors, ce formulaire va évoluer. Hein, il a encore l'ancien logo, notre ancienne adresse. On ne s'est pas encore mis à jour. Ça va être fait très rapidement et il sera bien entendu mis à disposition sur le site. Globalement, ce qu'on attend de ce formulaire, c'est une date de départ souhaitée. Si l'agent envisage une retraite progressive, hein, c'est ce que vous avez sur la droite, et sur la gauche, les éléments, on va dire, pertinents à soulever, les éléments sur lesquels il faut qu'on ait une connaissance particulière. Par exemple, s'il y a eu des enfants à charge pour les enfants à charge du conjoint, est-ce que l'agent a fait son service militaire? Parce que des fois, ça n'apparaît pas hein, sur la carrière publique. Très souvent, il faut qu'on le rentre. Alors, on ne l'a pas mis ici, mais par exemple aussi, parce qu'on a eu une demande là, il n'y a pas longtemps, du coup j'y pense, est-ce que l'agent a eu des services effectués à l'État? Il faut savoir que les services effectués à l'État, au SRE, ne sont plus comptabilisés au niveau du SRE, donc ça n'apparaîtra nulle part, c'est tout à fait normal. Il faut que l'agent demande un état authentique des services au niveau de son ancienne administration, et à partir de cet état authentique des services, on déclare les périodes, cette fois-ci à la CNRACL. Donc il se peut que si l'agent a fait 15 ans à l'État, par exemple à l'Éducation nationale ou n'importe où, eh bien, sur Info Retraite, sur son relevé Info Retraite, ça n'apparaîtra pas. Il faudra qu'on force la plateforme avec ce document. Pareil, si l'agent a travaillé, par exemple, était catégorie active à l'État, il faut absolument que cet état authentique des services demandés à l'État mentionne la catégorie active. Donc voilà. Si l'agent est intercommunal, ça c'est très important de nous le spécifier parce que ce sont des carrières qui généralement remontent mal au niveau des données. Il y a souvent des chevauchements de périodes, il y a très souvent des trous, on a souvent des choses qui s'agencent mal et on peut avoir à passer beaucoup de temps sur une correction de carrière sur un agent interco. On a eu un agent interco là qui était sur 6 collectivités. Si elle est là, peut-être qu'elle se reconnaîtra. Et du coup, effectivement, on a passé beaucoup de temps à corriger sa carrière pour faire en sorte d'avoir quelque chose de sain et de fiable. Voilà. Donc, comme ça peut nous prendre du temps, eh bien, il faut qu'on puisse anticiper. Si jamais l'agent est en situation de handicap, à ce moment-là, on a la possibilité de demander une analyse des droits à la CNRACL pour déterminer si l'agent est éligible en fonction de sa durée d'assurance cotisée en situation de handicap. Donc, il faut qu'on ait l'information le plus tôt possible. Est-ce que l'agent est catégorie active? Donc c'est la ligne suivante, c'est-à-dire en gros, vous exercez à titre principal des fonctions spécifiques pour une durée comprise entre 15 et 17 ans, police municipale, ripper, fossoyeur, bûcheron, etc. C'est la catégorie active dont on parle. Et on y reviendra, je vais en reparler. Enfin, avez-vous eu des trimestres de maladie?
de chômage, là, on va s'intéresser à une ouverture du droit pour carrière longue. Il faut savoir que même si l'agent a comptabilisé 4 ou 5 trimestres avant ses 16, 18, 20 ou 21 ans, il peut y avoir tout de même un report de droit pour cause de maladie ou pour cause de chômage suffisamment important pour sucrer l'ouverture. Donc on va vouloir savoir très tôt, on va vouloir avoir un état en tout cas, eh bien, de la maladie. Enfin, pour les périodes de chômage, c'est la même chose, c'est pour la carrière longue. Voilà. Donc ça nous permet déjà d'avoir en tout cas une première visibilité sur ce vers quoi on se dirige. Si vous nous dites que l'agent a eu 12 trimestres de maladie, à ce moment-là, on sait que la carrière longue va tomber. Voilà. Si vous nous dites que l'agent n'est pas en situation de handicap ou ne l'a jamais été, on n'ira pas chercher éventuellement à faire reconnaître une RQTH. Voilà un petit peu pour ces sujets-là. Alors, parmi les documents aussi qu'on va vouloir demander au niveau du rendez-vous, on va vouloir demander le relevé de carrière info-retraite. Donc, c'est un document unique qui récapitule tous les droits acquis pendant la vie professionnelle, les trimestres et les points. Donc, les trimestres pour les régimes de base, les points pour les régimes complémentaires. Donc, il permet de centraliser les périodes travaillées, quel que soit le statut, pour simuler un calcul. Son intérêt principal est de vérifier l'absence d'oubli et de corriger les erreurs bien avant le départ, donc à partir de 55 ans. Alors, je pense que j'en parle juste après. Oui, j'en parle juste après. Donc, on a fait une petite fiche disponible également qu'on envoie par mail sur la correction de carrière que vous voyez sur votre droite, que vous pouvez imprimer et remettre à votre agent. Voilà, pour l'inviter à se rendre sur le site Info Retraite, à créer son espace si ce n'est pas déjà fait, ou à se connecter via France Connect, et à consulter et corriger sa carrière. Alors au privé, hein, j'entends toujours bien au privé, c'est l'employeur qui est compétent pour corriger la carrière au public. Si l'agent, et du coup, par extension, le centre de gestion, si vous nous déléguez. Mais du coup, que l'agent n'essaye pas de corriger une carrière publique sur Info Retraite, hein, ça ne fonctionnera pas. On lui opposera une fin de non-recevoir. Et on lui demandera, enfin en tout cas le site ou le gestionnaire lui demandera de se diriger vers son employeur. Alors, par contre, ce relevé de carrière, il présente des limites. Il présente des limites et qui sont quand même des grosses limites. La première des choses, c'est que vous avez accès, ou l'agent a accès, à sa durée d'assurance au sens large. On ne vient pas faire de distinction dans ce relevé de carrière entre la durée d'assurance, la durée d'assurance cotisée, c'est-à-dire qui répond exclusivement à l'activité professionnelle, et la durée d'assurance réputée cotisée, c'est-à-dire qui n'est pas de l'activité professionnelle, mais qui y est assimilée. Je pense par exemple à la maladie, au chômage, à la maternité, l'invalidité du privé. Voilà. Et on ne viendra pas non plus spécifier un congé parental qui ne correspond ni à de la durée d'assurance cotisée ou assimilée cotisée. Donc il n'y a pas cette distinction qui est faite sur, on va dire, la qualité ou la nature du trimestre. Ce qui signifie que pour un départ carrière longue, ce relevé de carrière, en tout cas pour l'ouverture du droit, hein, pas pour les montants, hein, pour l'ouverture du droit, ce relevé ne sert à rien. Voilà, il est complètement inopérant. Je dirais même qu'il est dangereux, parce que l'agent pourrait croire qu'il a le bon nombre de trimestres, alors qu'en réalité, il ne les a pas. Il n'y a pas les plafonnements de trimestres pour la maladie, ni le chômage. Donc attention, quand l'agent vient vous voir avec un tel relevé, en vous disant « Regardez, j'ai 172 trimestres, je peux partir pour carrière longue », peut-être, peut-être pas. Vous ne trouverez pas non plus sur ce relevé de carrière les enfants. Il n'y a pas les trimestres, il n'y a pas tout ce qui est avantages familiaux, il n'y a pas les trimestres de bonification. Vous ne trouverez pas les 4 trimestres CNRACL, ni éventuellement les 8 trimestres du régime général. Donc l'agent peut croire qu'il n'a pas le taux plein, parce qu'il n'y a pas les enfants qui sont référencés, alors qu'en fait il l'a. Voilà. Donc ce relevé de carrière, vraiment, c'est bien pour voir s'il y a des trous. Par contre, pour les droits, on va dire taux plein et date, c'est un peu moisi. Voilà. Alors,
Ensuite, alors il y a d'autres documents hein, qui sont demandés, mais j'ai pas fait une diapo exprès. Hein, le livret de famille, c'était pas la peine. Voilà, c'est des choses. Un bulletin de salaire, c'est pareil, c'est pas la peine. Donc voilà un petit peu. Plus le formulaire catégorie active qui rappelle la réglementation et qui vous permet de cocher éventuellement les périodes qui sont sujettes à travail sous cette qualité. Alors, je pourrais éventuellement, très rapidement, si vous me donnez une petite seconde, eh bien, vous montrer peut-être à quoi il ressemble. Il faut également encore qu'on le mette à jour. Hop là, catégorie active. Alors, tac, voilà. Alors, c'est là où il va falloir jongler avec le technique. Je ne sais pas dans quoi je me suis lancé. Hop. Voilà, normalement, il devrait s'afficher sur votre écran. Donc, c'est un document PDF. Alors, avec notre ancienne charte graphique, avec notre ancien logo, mais il va être remis à jour assez rapidement. Vous avez ici, du coup, sur ce document PDF, un rappel de la réglementation sur ce qu'est la catégorie active. Alors, très rapidement, hein, ce sont les emplois qui sont soumis à des risques particuliers, des fatigues exceptionnelles, dont le grade et les missions sont référencés par décret, et dont la durée légale de travail doit être suffisante pour caractériser cette classification. Donc vous avez ici un rappel de la réglementation, très rapide, hein, parce qu'elle est beaucoup plus, on va dire, achalandée que ça. Et vous avez ici à cocher les périodes durant lesquelles vous estimez que votre agent est catégorie active, sachant que pour ces périodes-là, que vous déclarez actif, eh bien, il faudra fournir des justificatifs. Alors, ces justificatifs, ça peut être des arrêtés, ça peut être des fiches de notation, des comptes rendus d'entretien professionnel, fiches de poste, etc., etc. Nous allons faire un rendez-vous statut, c'est le prochain d'ailleurs, hein, parce qu'il est assez attendu, notamment des EHPAD territoriaux. On va faire un rendez-vous statut dédié à la catégorie active, pour vraiment décrypter cette réglementation qui est vieillissante et qui est pour le moins complexe. Donc voilà, donc en tout cas, c'est très important que vous puissiez prendre connaissance de ce formulaire parce que la CNRACL devient de plus en plus exigeante sur la justification de ces périodes-là. Et du coup, s'il n'y a pas suffisamment de pièces qui justifient ce classement, l'agent peut se refuser le droit au départ. Voilà. Donc c'est assez, ça peut être casse-gueule. Alors on va revenir sur la diapo. Hop, hop. Voilà. Normalement, elle devrait s'afficher de nouveau sur votre écran. Alors, voilà, une fois qu'on a tous ces documents, eh bien, il va falloir qu'on opère directement sur la plateforme PEPS, que vous connaissez sans doute. Donc, vous avez votre propre espace employeur, hein, vous vous connectez avec vos identifiants. Et alors, cette plateforme, elle sert à beaucoup de choses, hein, elle sert pas qu'à la retraite, mais en tout cas, nous, c'est notre utilisation, et c'est sur cette utilisation-là qu'on va se focaliser. Le centre de gestion a un accès à tous les comptes employeurs territoriaux à partir du moment où vous nous en déléguez l'accès. Voilà, il faut qu'on soit autorisé par vous. Alors c'est le cas aujourd'hui hein, sur beaucoup de collectivités. On peut entrer directement dans votre espace et on peut opérer comme si c'était vous finalement. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on fait très régulièrement pour aller consulter des carrières, pour aller vérifier des données familiales. Voilà, vous n'êtes pas forcément au courant qu'on est venu, qu'on est passé par là, mais voilà, on a un accès à partir du moment où vous nous y autorisez. Donc ça, c'est la première chose. Si jamais vous ne nous avez pas autorisé à rentrer dans votre espace et que vous souhaitez qu'on prenne la main sur vos dossiers, eh bien, il faudra que vous nous donniez l'accès multicompte.
Donc c'est dans vos paramétrages. Vous pouvez nous demander eh bien, une invitation, ou c'est plutôt l'inverse, pardon. C'est nous qui vous invitons à nous déléguer, à nous autoriser l'accès. Voilà. Donc vous n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail si jamais vous êtes dans cette situation-là. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle la délégation du dossier en lui-même. Donc là, c'est quand on a appelé le dossier de l'agent, qu'on est sur le tableau de bord avec l'onglet carrière, l'onglet situation indiciaire, l'onglet résultats, etc., que vous connaissez peut-être, que vous visualisez peut-être avec les pièces jointes sur le côté. Mais vous avez 3 petits points de suspension en haut à droite et vous pouvez nous déléguer le dossier. Il passera du statut à instruire par l'employeur au statut à instruire par le centralisateur. Pour tout ce qui est prise en main de la plateforme PEPS, on a fait le pari un petit peu osé cette année de faire des ateliers sur la prise en main de la plateforme. Donc, et d'ailleurs, ça sera l'objet du premier atelier de l'année, et j'en reparlerai également, sur en gros, ben voilà, naviguer dans PEPS, comment se repérer, accéder à la carrière, comment la corriger, faire des simulations, ce genre de choses. Il n'y aura pas du coup de support dédié à ça, vu qu'on est vraiment sur de la prise en main, de la navigation, mais on a pris le parti d'essayer de vous démystifier tout ça si jamais vous n'aviez jamais navigué sur PEPS. Ou que ça peut vous sembler parfois un peu délicat d'aller toucher à la carrière, que vous osez pas trop. En réalité, vous pouvez tout à fait y aller, il n'y a pas de souci majeur. Voilà. Donc ça, c'est pour la plateforme. Ah ben voilà, donc c'est l'accès multicompte. Donc lorsque votre centralisateur, c'est nous, fait une demande de délégation auprès de votre établissement, donc c'est l'invitation finalement, un courriel est envoyé. Vous pouvez cliquer sur « Gérer la délégation » pour accepter et du coup nous permettre d'entrer dans votre espace. Voilà. Donc, pour la plupart des collectivités affiliées, c'est le cas aujourd'hui. Il y a quelques collectivités qui ne nous ont pas délégué encore cet accès. Alors, c'est soit qu'elles ont internalisé la gestion de leur dossier, soit tout simplement qu'il n'y a pas eu de dossier retraite depuis longtemps et que l'opportunité ne s'est pas présentée. Et ça, c'est pour la délégation de dossier, donc c'est ce dont je vous parlais. Là, vous visualisez finalement l'espace d'instruction d'un agent pour son dossier. Vous avez en haut à droite de la capture d'écran les 3 petits points à côté d'envoyer le dossier au régime. Et vous pouvez classer sans suite, actualiser le dossier avec le QCIR. Donc, en gros, vous appelez les données de ce qu'on appelle le RGCU, c'est-à-dire la base nationale des carrières, pour que ces données-là viennent se réimplanter dans la carrière de l'agent. Vous pouvez ajouter un point d'attention pour le régime. Alors, ça ne veut pas dire que vous ajoutez un point d'attention pour nous, centre de gestion, vous ajoutez un point d'attention pour la CNRACL. Voilà. Ça peut servir si, par exemple, vous avez un agent qui est en situation de handicap et que vous souhaitez avoir un avis. Voilà, ça peut être une de ses utilisations. Et enfin, vous pouvez déléguer. Alors, cette délégation, c'est à nous, du coup, que vous la faites au centralisateur. Par contre, et c'est là qu'on voit que la plateforme est très bien faite, nous n'avons pas de notification. Nous ne savons pas que vous nous avez délégué un dossier. Donc, même si vous avez appelé vous-même le dossier et que vous vous dites « Ah ben c'est bon, j'ai regardé un petit peu la carrière et tout, je vais maintenant le déléguer au centre de gestion », il faut absolument que vous nous envoyiez un mail ou que vous nous passiez un coup de téléphone. Voilà, parce qu'on n'est pas au courant. Et on a des collectivités qui nous ont dit « Oui, on vous a délégué le dossier il y a 2 mois, pourquoi vous n'avez pas regardé ?» Bon, ben on ne savait pas, en fait, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à doubler cette délégation d'un mail, comme ça vous êtes sûr qu'on prend en charge. Voilà. Alors oui, d'ailleurs au niveau des notifications, on ne sait pas quand est-ce que le dossier est traité par la CNRACL. La CNRACL ne fait pas de notification pour nous dire ça y est, c'est bon, le dossier est traité, tout est OK, ou plutôt non, c'est pas bon, le dossier présente des incohérences, prière de nous donner des pièces justificatives supplémentaires. En fait, on est obligé d'aller voir chaque dossier un par un pour savoir s'il y a des choses qui vont pas. Donc des fois, il peut se passer quelques jours entre le moment où il y a eu une demande de pièces complémentaires et le moment où on va s'en rendre compte. Voilà, on essaye avec Audrey régulièrement d'aller checker les dossiers en cours, surtout, et d'aller voir s'il y a des nouvelles choses. Voilà. N'hésitez pas aussi, de votre côté, à aller voir
s'il y a des documents qui ont été demandés et de nous envoyer un mail en nous disant « Bon ben voilà, il y a des nouveaux documents qui ont été demandés par la CNRACL. Est-ce que vous avez pris le temps de regarder? Est-ce que vous pouvez vous en occuper ?» Voilà, on ne se vexera pas, hein, il n'y a pas de souci. Au contraire, hein, n'hésitez pas à ce que ce soit un réflexe pour vous comme pour nous, qu'on puisse être le plus réactif possible. Voilà. Parce que derrière, vous avez les agents, hein, qui viennent vous voir en vous disant où est-ce que ça en est. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc parmi les choses que l'on va entreprendre dès le départ, on va avoir la vérification de la carrière de l'agent. Donc c'est vraiment la base. C'est vraiment la base. Toute procédure d'instruction va démarrer par là. Cela conditionne non seulement l'ouverture du droit, mais aussi le montant de la pension. Et là, on va séparer, c'est ce que j'ai dit, hein, la carrière privée de la carrière publique. Pour la carrière privée, vous n'êtes absolument pas dans l'obligation de renseigner l'agent et de l'accompagner. Voilà, ce n'est pas, vous pouvez le faire hein, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Ce que je veux dire, c'est que l'agent ne peut pas vous en tenir rigueur si vous ne le faites pas. Voilà, ce n'est pas dans vos attributions, ce n'est pas dans vos obligations. La partie privée, c'est l'affaire de l'agent. Voilà. S'il souhaite avoir un accompagnement sur le sujet, il peut prendre rendez-vous auprès de la CARSAT, il peut prendre rendez-vous auprès d'une maison France Service pour tout ce qui est démarche numérique, mais vous pouvez très bien vous désengager de ce sujet. Il va sur le site Info Retraite pour récupérer son relevé de carrière, il fait ses propres corrections avec ses propres justificatifs, avec une petite vigilance sur les contrats que l'on va retrouver souvent en début de carrière. Donc les TUC, que l'agent peut faire valoir depuis 2023, c'est ça hein, ouais, depuis 2023. Voilà, donc l'agent peut déclarer ses TUC sur le site de l'assurance retraite. Ce n'est pas à vous de récupérer les TUC, c'est du privé. Pareil, souvent les CES, contrats emploi solidaire, hein, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'était les contrats aidés. C'était des typologies de contrats qu'on rencontre souvent en début de carrière et qui aidaient à l'insertion professionnelle. Par contre, on a souvent c'est souvent des contrats qui ne laissaient pas supposer de cotisation retraite, ou bien dont les rémunérations n'étaient pas suffisamment importantes pour caractériser un trimestre. Parce qu'au privé, un trimestre correspond à une somme d'argent perçue, contrairement au public où ça correspond à une période d'activité. Voilà. Donc là, c'est à l'agent de faire attention. Vigilance également sur les TUC. On a beaucoup d'agents qui sont, ou qui croient, être éligibles à la carrière longue. Et qui se disent « Ah, mais je vais faire valoir mes TUC et du coup, je vais pouvoir avoir mes droits à carrière longue. » Les TUC ne sont pas considérés comme de la durée d'assurance cotisée. Donc, ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à la carrière longue. Donc, c'est pris en compte pour la durée d'assurance, c'est-à-dire en gros, est-ce que j'ai le taux plein? C'est pris en compte en liquidation, pour la moyenne des 25 meilleures années, par exemple, mais ce n'est pas pris en compte pour la date de départ carrière longue, pour l'ouverture du droit au départ à la carrière longue. Donc, vraiment, vigilance là-dessus, vous pouvez le mentionner à vos agents. Et ensuite, vous avez la carrière publique. Alors, c'est là qu'on va intervenir. C'est à partir de là que vous êtes compétent. La carrière publique, c'est tout ce qui va courir à compter de l'affiliation à la CNRACL. Et dans certains cas, lorsque l'agent présente notamment des périodes de service validées pour les périodes de contractuels. Mais aujourd'hui, c'est un dispositif qui est en extinction. Donc, généralement, ces périodes d'activité-là sont déjà référencées dans la carrière et ne font plus l'objet de débats. Elles ont été validées il y a normalement bien longtemps. Elles doivent apparaître. Vous pouvez les contrôler pour voir si ça correspond au décompte de validation de service que vous devez probablement avoir avec le dossier de l'agent, mais normalement, ce n'est pas un sujet. Donc, ce qu'on va regarder, c'est surtout depuis l'affiliation à la CNRACL. Affiliation qui ne correspond pas forcément à la stagiairisation. Vous pouvez avoir un agent qui est stagiairisé en moins de 28 heures et qui, du coup, est titulaire Ircantec, qui, du coup, n'a pas n'a pas de cotisation CNRACL. Et ça relèvera du privé. Quand bien même l'agent a été dans un environnement public, dans un statut de fonctionnaire.
L'agent cotise, on dit souvent que l'agent est IRCANTEC. C'est un abus de langage. L'IRCANTEC, c'est un régime de retraite complémentaire. Son régime de retraite de base, aux fonctionnaires titulaires IRCANTEC, c'est l'assurance retraite. Il ressort de la CARSAT. Donc pour tout ce qui est période pré-affiliation, même si l'agent est fonctionnaire, c'est bien la CARSAT. Donc nous, ce qu'on va regarder, c'est l'affiliation à la CNRACL. Donc en gros, soit le moment où l'agent est stagiairisé supérieur à 28 heures, soit le moment où il y a une modification de sa durée hebdomadaire de travail et qu'elle passe supérieure à 28 heures. Des fois, souvent, on a des affiliations, on va dire, tardives. C'est-à-dire que l'agent va passer au-dessus du seuil des 28 heures en fin de carrière, pensant que cela va booster ses droits à retraite. Attention avec ça. Il faut au moins 2 ans d'affiliation à la CNRACL pour déjà avoir un droit ouvert, sinon on aura un dossier de rétablissement qu'il faudra opérer. Et ensuite, les carrières mixtes sont des carrières qui généralement ne tirent pas le meilleur parti de chaque régime. Il vaut mieux, et désolé, c'est peut-être une mauvaise nouvelle pour certains et certaines, il vaut mieux avoir été tout privé ou tout public. J'ai tendance à ne pas encourager les changements d'affiliation en cours de carrière. Voilà. En tout cas, vous ne tirerez pas, en l'état actuel du droit, le meilleur parti de chaque régime. Ensuite, on viendra regarder évidemment la maladie, le chômage, la maternité. Alors le chômage, dans le public, c'est limité, ça peut arriver, mais c'est rare. Généralement, on est sur une fin de carrière, on est sur quelque chose de post-retraite pour invalidité. Ou on est sur une impossibilité de réintégration, on est sur des choses comme ça. Et il y aura évidemment les points d'attention qui sont les départs anticipés, et là j'entends la catégorie active. Donc parmi les points d'attention, ce qu'on viendra regarder également, donc maladie, chômage, maternité, d'accord, leur impact sur la durée d'assurance cotisée. Donc là, on parle de carrière longue. On regardera également la disponibilité qui va jouer sur la liquidation et sur la durée d'assurance. On regardera également le congé parental et les catégories d'emploi, donc sédentaire ou active. On n'a pas de catégorie d'emploi super active dans le Tarn, les catégories qu'on appelle aussi insalubres. En tout cas, on n'en a jamais rencontré, je crois pas qu'on en ait. Et enfin, on regardera la situation indiciaire de l'agent, qui peut être pertinente ou non. Ça aussi, j'aimerais passer 2 minutes pour démystifier ça. On a beaucoup d'agents qui nous disent oui, mais je vais faire quelques mois supplémentaires parce que il me faut 6 mois dans mon échelon pour pouvoir le faire valoir au niveau de ma retraite. Alors oui, c'est vrai. La plupart du temps, c'est vrai, mais il y a des situations où ça ne l'est pas. Je pense notamment à l'engagement du minimum garanti. Si l'agent remplit les conditions, le calcul du minimum garanti prendra le pas sur le calcul de pension classique, c'est-à-dire en gros sur la base de l'indice, parce que le montant est supérieur et donc plus favorable. On retiendra le montant plus favorable. Donc selon les situations, il n'est pas forcément nécessaire d'attendre un avancement d'échelon. Voilà. L'agent n'y trouvera pas son compte, puisqu'il a déjà une réglementation plus favorable qui s'appliquera à lui. Et ça, bien évidemment, c'est quelque chose qu'on regarde en rendez-vous. On regardera également le motif de départ à la retraite. Donc, loin d'être uniforme, le départ à la retraite s'articule autour de motifs juridiques variés, liés à l'âge, la durée de cotisation ou à des situations spécifiques de santé. Je pense notamment au handicap. Identifier avec précision le motif de radiation des cadres est un enjeu de sécurisation juridique essentiel. Il conditionne non seulement les droits financiers de l'agent, garantit également la régularité des actes de gestion de la collectivité. Donc, on vous a mis ici les motifs principaux de départ. Il y en a d'autres, beaucoup plus anecdotiques, mais il y en a d'autres. Alors, on les vérifie toujours, mais ils sont vraiment, on est sur de l'ordre de 0,5%. Donc, il y a le départ fonctionnaire sédentaire, qu'on appelle aussi âge légal. C'est une conséquence directe de la date de naissance de l'agent. Donc, en gros, on regarde la réglementation en vigueur, qui se modifie, on va dire, à des pas de temps de plus en plus raccourcis.
Et on regarde du coup à quel âge l'agent peut débloquer son droit au départ. Ensuite, on a la catégorie active, uniquement reconnue par la CNRACL. Uniquement reconnue par la CNRACL. L'agent qui est éligible pour un départ catégorie active ne pourra liquider à ce moment-là que sa pension de retraite CNRACL. Il devra vivre avec cette pension-là en attendant d'atteindre l'âge légal pour liquider ses autres droits à pension. Donc parfois, l'agent n'est pas pertinent à liquider, à demander sa retraite pour catégorie active parce que le montant n'est pas suffisant. Donc il va renoncer à son droit, voilà, pour le repousser à son âge légal. Donc ça aussi, vigilance. L'agent croit parfois qu'il va tout liquider d'un coup, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Et ça peut être une très mauvaise surprise. C'est pour ça qu'il faut vraiment regarder ça de façon avec beaucoup d'attention. La limite d'âge n'est pas la même également. Pour les catégories actives, on a une limite d'âge portée à 62 ans, contrairement à l'âge légal où on a une limite d'âge à 67 ans. Cette limite d'âge à 62 ans pour les catégories actives a des impacts très importants. Si l'agent ne demande pas une prolongation d'activité, il est de facto radié des cadres. Voilà. Je dirais même que la collectivité n'a pas le choix que de le radier des cadres. Donc il faut en avoir conscience et s'y prendre à l'avance. Ensuite, vous avez la carrière longue. En gros, c'est les agents qui ont cotisé suffisamment de trimestres avant un certain âge et qui ont une carrière, on va dire, la plus ligne droite possible. Voilà, c'est vraiment ça. Non seulement il faut avoir commencé à travailler jeune, mais en plus il faut avoir eu une carrière saine. Par saine, c'est pas pour être péjoratif, mais c'est-à-dire en gros que l'agent, il faut qu'il ait une santé de fer, voilà, y compris en fin de carrière. Ensuite, on a le départ anticipé au titre du handicap, qui permet de partir plus tôt, sous condition de trimestres suffisants validés en situation de handicap. Si l'agent est reconnu avec un taux d'IPP supérieur ou égal à 50%, par exemple à 60 ans, ce ne sera pas suffisant pour caractériser un départ anticipé. Il faut qu'il ait travaillé sous ce statut. Donc RQTH avant 2016, si je ne dis pas de bêtises, et après 2016, la RQTH ne suffit plus, il faut qu'il y ait un taux d'IPP supérieur ou égal à 50%. Voilà. La CNRACL accepte, c'est d'ailleurs l'un des derniers motifs de départ pour lesquels elle accepte de faire une demande d'avis préalable concernant ce départ-là. Voilà. Chose qu'on ne peut plus faire pour les catégories actives, ce qui nous rend bien service, comme vous pouvez l'imaginer. Ensuite, on a le départ pour invalidité. Donc, c'est une procédure très spéciale. Et je tiens à dire, parce qu'on a des demandes là-dessus, souvent, lorsqu'on a un agent qui est, on va dire, dans le maelstrom des instances médicales, et qu'on a à l'horizon une inaptitude totale et définitive aux fonctions et à toute fonction qui se dessine, on a souvent les collectivités ou les agents qui nous demandent de nous positionner sur des montants de pension. Je tiens à souligner à quel point c'est délicat. Le calcul de pension d'un départ pour invalidité est très souvent assujetti aux résultats du conseil médical réuni en formation plénière. Donc en fait, au moment où on a le procès-verbal définitif qui se prononce pour la mise en retraite pour invalidité. Parce qu'à ce moment-là, on a notamment les taux imputables, on a les taux tout court, on a éventuellement des majorations tierces personnes qui peuvent se rajouter, on peut avoir des compléments de traitement, des compléments par contre de pension qui peuvent venir se rajouter, et tout ça va venir modifier de façon drastique les montants de pension. Donc c'est extrêmement, on va dire, casse-gueule de se prononcer là-dessus. Donc on a pris le parti ici, en tout cas au centre de gestion, de ne plus tenter d'approximation par rapport à ce montant-là, tant qu'on n'a pas une décision du conseil médical réuni en formation plénière. Et je pense que c'est la façon la plus sécuritaire et la plus raisonnable de voir les choses, tant pour les collectivités que pour nous. Parce que sinon, vous allez probablement devoir annoncer une mauvaise nouvelle à l'agent. Et il vaut mieux toujours annoncer une bonne qu'une mauvaise, en tout cas, c'est ce que je pense. Donc je vous encourage
à ne pas vous positionner là-dessus et à dire à l'agent que, eh ben, on attend les résultats des instances médicales. La retraite pour invalidité, c'est une procédure, et c'est malheureux, qui se subit. C'est pas une procédure qui se demande. Donc le montant de pension, de toute façon, n'est pas une condition d'acceptation de ce motif-là. Voilà. Soit l'agent est apte, soit il est inapte. C'est bien de connaître le montant à l'avance, d'accord, mais ça ne doit pas constituer un levier dans la demande. Voilà. Et ensuite, vous avez du coup la retraite progressive, qui est un dispositif qui rencontre un franc succès. Hein, on va pas se le cacher, qui est, en tout cas nous, on trouve qui est un très très bon dispositif, qui certes, dans certaines situations, va provoquer une légère baisse du montant de pension définitive de l'agent, mais cet arbitrage c'est toujours à l'agent de l'opérer. Hein. Nous, on lui met les situations dans les mains et après, c'est lui qui fait son choix, savoir s'il accepte cette baisse de rémunération, enfin de rémunération de pension. Mais du coup, c'est généralement des montants assez acceptables et les agents sont quand même vivement intéressés. Alors, lors des rendez-vous, on va proposer à l'agent des simulations. On va proposer à l'agent des simulations via la plateforme PEPS. Donc ça se présente comme ça, que vous connaissez sans doute, si vous êtes déjà allé voir. On a ici, du coup, par colonne, des dates de départ, avec ensuite des pas de temps de 6 mois, et on voit l'évolution des droits. On voit l'évolution des droits avec les montants de pension, avec également les décotes, les surcotes qui s'affichent, les durées d'assurance et les durées d'assurance cotisées, plafonnées. Donc là, on voit bien la différence, par exemple, pour les carrières longues. Hein, si je prends la première ligne avec le départ au 1er octobre 2025, vous avez 105 trimestres liquidables, ce qui signifie en gros que l'agent a cotisé à la CNRACL 105 trimestres. Vous avez la durée d'assurance, tout régime, 208 trimestres. C'est en gros avec le privé. Et en prenant en compte les périodes qui ne correspondent pas à de l'activité professionnelle, je pense notamment à un congé parental. Et ensuite, vous avez les durées d'assurance cotisées plafonnées, donc c'est ce qu'on va regarder par exemple pour un départ carrière longue, avec la maladie qui a été plafonnée. Et ensuite, vous avez les décotes, etc., les taux de liquidation. Vous avez également la NBI qui s'affiche en bas. Et on va venir du coup détailler tout ça auprès de l'agent. Et on va venir déterminer, ou en tout cas lui proposer la date qui nous semble la plus intéressante du point de vue des droits. Parce que vous avez des fois des choses qui vont se débloquer au fur et à mesure. Vous pouvez avoir notamment des surcote parentale, qui est un dispositif assez peu connu. Vous pouvez avoir également le minimum garanti. Qu'est-ce que vous pouvez avoir d'autre encore? De la surcote classique. Voilà, vous pouvez avoir tout un tas de choses, des limites d'âge qui vont venir se greffer. Voilà, donc en gros, on va venir ici présenter à l'agent tous les scénarios qui peuvent le concerner. On va lui remettre une simulation détaillée de son calcul des droits dans lequel il va absolument tout retrouver. Les montants, les dates, les indices, les majorations pour enfants, etc., etc. Ce document, on en fait la lecture à l'agent et on le décrypte avec lui. Voilà. Comme ça, il peut vraiment avoir un visuel sur tous les éléments qui vont composer son droit au départ. Le document est plus long que ça, hein, il fait pas mal de pages, vous le connaissez peut-être. On a les synthèses de carrière, on a les enfants, on a la NBI, on a l'éventuel CTI hein, pour le personnel médical, on a pas mal de choses là-dessus. C'est ce document qui fait foi en matière de pension. Ce document va venir écraser le visuel de l'agent sur son compte info retraite. Voilà. Par exemple, info retraite ne tient pas compte du minimum garanti. Voilà. Donc il peut y avoir des différentiels, il peut y avoir des deltas assez importants sur les montants. C'est ce document-là auquel l'agent doit se référer. Alors, dans un rendez-vous retraite, quand on reçoit l'agent, alors, il y a eu un petit peu d'évolution par rapport à ça. Donc, on va donner des informations sur les régimes de retraite. En gros, beaucoup d'agents, et c'est bien normal, ne comprennent pas très bien comment tout ça s'articule, comment tout ça se met
en communication avec les régimes privés. Qu'est-ce qu'être polycotisant? Qu'est-ce qu'être polypensionné? Qu'est-ce que la CNRACL? Tout ça. Donc déjà, on revoit un peu tout ça. On refait le bilan de tous les régimes de retraite auxquels l'agent a cotisé et on leur explique qui sont les interlocuteurs. On vérifie avec eux leurs données famille, les éventuelles données santé, on revoit la carrière publique et on fait quand même un petit topo sur la carrière du privé. On encourage les corrections à ce moment-là également, bien entendu. On regarde les scénarios, donc c'est ce que je viens de vous dire, on analyse les opportunités, les montants, on présente du coup dans la balance toutes les possibilités. Et enfin, on met des dates, on met des montants. Alors, depuis là, le début de l'année, au niveau, peut-être que c'est la diapo suivante, oui, on s'est rendu compte au fur et à mesure des rendez-vous qu'on donnait des quantités d'informations absolument astronomiques et que les agents se perdaient dans la masse de données qu'on mentionne. Du coup, avec Audrey, on a mis au point un livret à remettre à l'agent lors des rendez-vous. Alors j'aimerais du coup en profiter pour vous montrer ce livret. Voilà. Tac. Alors il va s'afficher sous vos yeux ébahis. Donc je pense que normalement vous devriez le voir. Donc voilà, ce livret, on l'imprime pour l'agent et on le parcourt avec lui. Vous avez ici les différentes rubriques qui correspondent aux étapes du rendez-vous. Vous avez ici voilà, l'articulation entre les différents régimes. On rappelle à l'agent comment tout ça fonctionne. On lui dresse un horizon de tous les régimes auxquels il a pu cotiser. On lui explique les sites internet qui correspondent à ces régimes et le fait qu'ils doivent créer son espace personnel sur chacun de ces régimes. On vérifie avec lui les points suivants, données familiales, carrière, grade, les services validés, etc. On s'est mis un petit encart également pour de la prise de notes, pour des choses à rappeler à l'agent pour qu'il sache ce qu'il doit faire. On voit ici comment on fait pour vérifier sa carrière au niveau de l'assurance retraite, avec le pas à pas, étape par étape, quand on est sur leur site. Au moins, l'agent a un guide pour savoir exactement comment il peut s'y prendre s'il veut le faire de lui-même. Ensuite, on a un petit peu des rappels de réglementation. Quand est-ce que l'agent peut partir et les différents motifs principaux, ceux qu'on va rencontrer. Donc l'âge légal, la carrière longue, comment ça fonctionne. On rappelle notamment ce qu'est une durée d'assurance cotisée, les plafonnements, comment les enfants jouent, etc. Vous avez ici la catégorie active, rappeler du coup les points d'alerte, les points de vigilance, et du coup sensibiliser l'agent au fait que c'est pas forcément acquis par nature et qu'il va falloir justifier tout ça. On a ici comment ça se passe pour le calcul de la pension. Votre situation, donc là on a mis au point un glossaire, une sorte de vocabulaire des termes que l'agent peut rencontrer pour savoir exactement de quoi on parle. Le calendrier retraite, très important. Ce calendrier, c'est la feuille de route de l'agent. Qu'est-ce qu'il doit faire et quand est-ce qu'il doit le faire? Ça lui permet de se rappeler à tout moment quelles sont les différentes étapes. Et il a c'est son calendrier de l'avant, si j'ose dire, mais pour les retraites. La demande de retraite en ligne. Voilà, quand est-ce qu'on peut la faire, auprès de quel organisme, sur quel site, comment ça se passe, etc. Et après, une fois qu'on a fait sa demande, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'attends? Qui c'est qui revient vers moi? Qui est mon interlocuteur? Ce genre de choses. Un petit point sur la retraite progressive, réglementation, comment ça se passe, qu'est-ce qu'une pension partielle, qui va me la donner, quels sont les pourcentages possibles, ce genre de choses. Auprès de quel organisme je peux demander une simulation, qui est-ce qui peut me faire cette simulation, etc. Et on en finit là. L'agent aura également des modèles
pour demander sa retraite progressive, pour demander sa retraite personnelle et pour demander une prolongation d'activité éventuellement. Voilà. Ce document, nous avons fait le choix de ne pas le mettre à disposition sur notre site. Il sera imprimé ici au centre de gestion et remis à l'agent physiquement, tout simplement parce qu'il sera amené à bouger très régulièrement selon la réglementation et selon les nécessités. On souhaite que ce soit la plus-value du centre de gestion. Voilà, notre petit côté quali. Donc on le garde pour nous, c'est notre petit côté égoïste. Alors bien sûr, si l'agent veut vous le montrer, il vous le montrera. Alors, je reviens sur la présentation. Hop, diaporama. Voilà. Donc, ce que vous avez sur la droite, je ne reviens pas dessus, c'est un petit peu ce que je viens de vous expliquer. Alors, un petit mot également sur la suspension de la réforme. Alors, vous avez sans doute des questions, vos agents ont sans doute des questions. Nous en avons également, pour ne rien vous cacher. La CNRACL est assez avare d'informations, l'assurance retraite également. Nous n'avons pour l'instant qu'une loi qui ne propose qu'un déblayage, on va dire, pas très précis. On attend les décrets, on est sur le pied de guerre, on attend vraiment les décrets pour savoir exactement comment ça va se passer. Cependant, la CNRACL nous a mis quand même quelques informations que je vais vous transmettre là. Alors, je vais me contenter de les lire. Donc, un premier lot d'évolutions liées à la mise en œuvre des dispositions de la loi de financement sécurité sociale 2026 est prévu dans le portail commun interrégime pour le 28 janvier. Alors, nous sommes le 29, donc depuis hier, nous avons déjà un premier lot, une première mise à jour numérique en fait, qui a été mise en œuvre. Ce premier lot porte sur le simulateur retraite Marel, donc Ma Retraite en ligne. Donc les agents qui se connectent sur la plateforme Ma Retraite publique, sur l'estimation retraite, il y a cette prise en compte des modifications d'âge légal et de durée d'assurance, mais uniquement pour les départs classiques, c'est-à-dire en gros le départ âge légal. Pour l'instant, un agent qui serait éligible carrière longue, par exemple, n'a pas pertinence à aller voir. Donc c'est un premier lot. On a une première mise à jour du site. En gros, c'est ce qu'ils appellent, c'est la mécanique sous-jacente, le moteur. Voilà, ils ont fait une mise à jour de leur moteur. C'est le même moteur sur Marel que sur PEPS. Exactement le même moteur. Donc nous aussi, nous avons à jour un simulateur, du coup, sur les modifications d'âge légal et de durée d'assurance pour les régimes de retraite de base et certains régimes complémentaires, dont l'IRCANTEC. Voilà. Le second lot sera prévu au mois d'avril et concernera le simulateur retraite, encore une fois, Marel, pour les paramétrages restants, à savoir les carrières longues, les bonifications pour enfants, etc. Donc pour l'instant, sur les enfants, on est toujours sur la réglementation actuelle. Les paramètres d'âge pour les régimes complémentaires et c'est vraiment le plus important, les demandes de retraite interrégime. Donc l'agent qui sera éligible, ou qui pense l'être, à un départ anticipé au titre de la carrière longue, par rapport à l'évolution de la réglementation. C'est-à-dire, en gros, il va y avoir 1 ou 2 trimestres de durée d'assurance cotisée de moins qui sera demandé. Eh bien, il faut que l'agent attende le mois d'avril, que tout ça se mette à jour pour faire sa demande. Voilà. Donc, les demandes de retraite interrégime, si l'agent est concerné par la réforme, il faut absolument que l'agent attende le mois d'avril, sachant que l'entrée en vigueur de cette réforme, c'est le 1er septembre 2026. Donc, on sera sur avril, mai, juin, juillet, août, septembre, 6 mois. Donc, on est pile dans les temps pour faire tout de suite la demande de retraite en ligne, parce que je vous rappelle que la demande de retraite en ligne se fait entre 5 et 6 mois avant le départ de l'agent. Donc ça va être extrêmement rapide. Je suppose que les caisses de retraite vont avoir une certaine, on va dire, j'allais dire un certain laxisme, mais non, pas du tout, une certaine
perméabilité, enfin en tout cas ils vont nous permettre de dépasser un petit peu les délais, mais on va être sur du tac au tac sur les départs. En tout cas, pour septembre, on pense qu'on va avoir une énorme vague. Donc voilà, donc on a une mise à jour qui se fait progressivement, on sera opérationnel vraiment au mois d'avril. En ce qui concerne le contenu de la suspension de la réforme, on fera probablement pas un webinaire, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que sortent les décrets, ça se prévoit à l'avance et tout. Par contre, il est certain qu'on va communiquer sur le site. On fera probablement même un courriel qui récapitule un peu tout ça, qui explique les points d'attention, les modifications, parce qu'on a quelques modifications, n'empêche. Alors, parmi les modifications desquelles on parle le moins finalement, mais qui sont en tout cas à mon sens les plus dignes d'intérêt, c'est une modification à compter du 1er janvier 2027, mais qui est contenue dans la loi de finances. C'est une modification du cumul emploi-retraite. Et alors là, on a un vrai pas en arrière. On a 3 situations. Donc l'agent qui bénéficie d'un départ anticipé, je pense par exemple à une carrière longue, le cumul avec une nouvelle activité professionnelle est toujours autorisé. Par contre, pour chaque euro gagné, c'est 1 euro de moins sur la pension. Autant dire intérêt zéro. Si vous gagnez 1000 euros par mois sur un nouveau contrat, eh ben vous aurez 1000 euros de moins de retraite par mois. Voilà, donc là, en gros, ça veut dire, une fois que vous êtes à la retraite, ne travaillez plus, en tout cas si vous partez pour carrière longue. Ensuite, vous avez de 64 à 67 ans, donc en fait de l'âge légal, il dit 64 ans, mais on se rappelle qu'on est sur un report progressif. Donc de l'âge légal à 67 ans, limite d'âge, on a un cumul autorisé également, avec un plafond d'environ 7 000 euros par an. Si l'agent dépasse ce montant en termes de rémunération, ça viendra réduire sa pension de retraite de 50% de ce dépassement. Donc on a une génération de nouveaux droits qui sera partielle, ce qui n'était pas le cas sur l'exemple précédent. Dans ce cas-là, l'agent cotise de nouveau à sa retraite, alors qu'il est déjà retraité. Il cotise de nouveau à sa retraite et il pourra liquider des nouveaux droits, une sorte de pension complémentaire. Alors ça ne sera pas grand-chose probablement, mais il cotisera avec la possibilité de liquider. Et ensuite, vous avez après 67 ans, donc en fait après la limite d'âge, là vous avez un cumul qui devient libre et total. C'est l'ancien, ou plutôt le futur ancien, cumul intégral, qui n'a aucun impact sur votre pension et qui génère de nouveaux droits. Voilà, donc en termes d'intérêt du cumul emploi-retraite, on a un intérêt qui s'est complètement étiolé. C'est-à-dire qu'on avait des agents qui pouvaient avoir un vrai intérêt à prendre la retraite et à reprendre une activité professionnelle pour maintenir un bon niveau de rémunération tout en générant de nouveaux droits, etc., etc. Ça pouvait être un choix stratégique. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins. Enfin, aujourd'hui. En 2027, ça le sera beaucoup moins. Par contre, les agents qui partent cette année, donc jusqu'au 31 décembre 2026, sont toujours assujettis au régime actuel et le seront toujours après l'entrée en vigueur en 2027 de cette nouvelle articulation réglementaire. Donc en gros, il vaut mieux partir cette année si le cumul emploi-retraite est intéressant, en tout cas si ça intéresse l'agent. Il vaut mieux pas partir au 1er janvier 2027. Il vaudra mieux partir peut-être au 1er décembre 2026. Voilà. Sachant qu'on a la fin du délai de carence de 6 mois pour retravailler auprès de l'ancien employeur, même si ce n'était pas franchement un gros frein. Donc du coup, une fois qu'on a informé l'agent, qu'on a corrigé sa carrière, qu'on l'a informé des scénarios, qu'il a pris sa décision, eh bien, l'agent doit déjà, dans un premier temps, vous informer. L'agent doit vous faire un courrier recommandé avec accusé-réception qui vous signifie sa date de départ à la retraite. Ce document, il doit être... alors, il peut être mis en main propre si vous lui faites un bon de remise. Bon, ça ira très bien. Ça, c'est la première chose. Donc, au moins 6 mois
avant. Et il doit, entre 5 et 6 mois, faire sa demande de retraite interrégime en ligne. Cette demande de retraite permet d'informer tous les régimes de retraite auxquels l'agent a cotisé. Du coup, il informe l'assurance retraite, la GIRC-ARCO, l'IRCANTEC, voilà, tous les régimes de retraite vont recevoir cette date de départ. La CNRACL sera le dernier régime de retraite auquel cotisera l'agent. C'est donc le régime de retraite instructeur. Aucun autre régime de retraite ne bougera avant d'avoir reçu le décompte définitif de la CNRACL. Les autres régimes de retraite ont besoin de savoir si la CNRACL a pris les enfants ou pas, etc., etc. Donc, le décompte définitif de la CNRACL servira de base de travail aux autres régimes de retraite. Donc, il est fort possible que les autres régimes de retraite demandent ce décompte. Et des fois, ils le demandent des mois et des mois et des mois avant que la CNRACL ne se soit prononcée. Donc à ce moment-là, il faudra faire preuve de patience. La CNRACL est un régime assez tardif dans ses rendus d'instruction. On a souvent des décisions qui arrivent le mois précédent le départ, c'est pas rare. Donc à ce moment-là, ça bouscule un peu les choses à la fin, mais on n'a jamais eu d'agent qui est parti à la retraite sans pension. Donc pour l'instant, c'est pas un sujet d'angoisse. Il ne faut pas que ça le devienne en tout cas. Donc voilà pour la demande de retraite interrégime. Donc elle garantit de faire valoir tous les droits sans risquer d'en oublier. Les régimes auxquels l'agent a cotisé sont proposés automatiquement. Possibilité de l'enregistrer, d'y revenir plus tard s'il y a des modifications à faire. Voilà, la demande est conservée pendant 90 jours. Donc ça se passe sur l'espace personnel de l'agent, Info Retraite. Voilà, donc ça c'est vraiment indispensable. C'est vraiment indispensable. Voilà. Si l'agent éprouve des difficultés avec le numérique, que c'est pas du tout son truc, à ce moment-là, vous pouvez, si vous le souhaitez, l'accompagner dans cette démarche. C'est pas obligatoire. Vous n'avez pas de contrainte là-dessus. Vous pouvez éventuellement rediriger l'agent vers les maisons France Service, leurs gestionnaires, leurs conseillers sont formés pour accompagner les agents dans cette pratique. Voilà. Donc, ils ont l'habitude, normalement. Peu importe la maison France Service, il n'y a pas de difficulté avec ça. Mais voilà, vous pouvez très bien vous désengager sur ce sujet et réorienter l'agent vers une maison France Service. Y compris pour de la correction de carrière au privé. Voilà. Une fois que tout ça est fait, que l'agent a fait sa demande, qu'on a appelé le dossier, qu'on a étudié les motifs de départ, etc., on va venir vous demander des pièces justificatives. On va venir vous demander les pièces carrière que l'on n'a pas. Parce qu'il y a certains agents pour lesquels on a pas mal de choses, il y en a d'autres pour lesquels on n'a rien. Donc on viendra vous demander ce qu'il nous manque. Sachant que le dossier complet doit impérativement être transmis au régime au moins 3 mois avant la date de radiation des cadres pour garantir la liquidation. Alors si jamais il y a un peu de retard, chez vous, chez nous, peu importe, on a quand même la possibilité de demander à la CNRACL une acceptation exceptionnelle. Voilà. Il ne faut surtout pas que ça devienne la norme, parce qu'après c'est source de stress, source d'angoisse et source de ralentissement, mais ça reste possible. Et il nous est arrivé de le faire. Voilà. La CNRACL ne va pas nous dire « Ah non, l'agent ne part pas ». Voilà. Ils vont peut-être taper un peu du pied, mais ils vont quand même accepter le dossier. Une fois que le dossier a été instruit et que l'état du dossier a été envoyé au paiement, à ce moment-là, vous êtes libéré de vos obligations. Ça signifie quoi? Ça signifie que si jamais l'agent a des réclamations à faire une fois qu'il est à la retraite, eh bien, vous n'êtes plus compétent. Voilà. S'il y a eu une erreur qui a été faite par vous ou par nous, l'agent a pour seul interlocuteur sa caisse de retraite. S'il y a une demande de révision de pension à faire, à ce moment-là, il devra s'adresser à la CNRACL. Il a 1 an pour le faire. Donc, c'est déjà arrivé qu'un dossier ait fini son instruction et qu'il y ait eu un oubli.
à ce moment-là, les révisions de pension se font, il n'y a pas de souci majeur. Voilà, c'est pas grave. Un indice brut mal renseigné, un enfant qui n'a pas été comptabilisé, voilà, ça peut arriver. Dans le volume de dossiers, il peut y avoir de temps en temps un oubli. C'est des choses qu'on peut régulariser même après un envoi au paiement. La radiation des cadres, alors oui, évidemment, hein, il vous faudra prendre un arrêté de radiation des cadres qui correspond au premier jour d'un mois. Voilà. Sauf exception, c'est-à-dire la limite d'âge, où la radiation des cadres est prise au lendemain de l'anniversaire du 62e ou du 67e anniversaire de l'agent, eh bien la radiation des cadres s'opère toujours un premier du mois. Pourquoi ? Tout simplement parce que la période qui s'étend entre l'ouverture du droit, c'est-à-dire l'agent, par exemple, est né un 5 janvier, donc c'est 62 ans, c'est un 5 janvier. Ben, s'il prend la retraite le 6 janvier, eh bien, il ne recevra pas de pension pour la période allant du 6 au 31. Voilà. Sa pension démarrera le mois suivant. Donc l'agent finit son mois pour avoir sa paye pleine et entière, et ensuite, il enchaîne avec sa pension, avec ses pensions de retraite. Voilà. Donc, alors l'agent peut partir en cours de mois s'il le souhaite, mais il faut bien comprendre qu'il s'assoit sur une partie de sa pension ou une partie de son salaire, enfin de son traitement. Voilà. Petit focus très rapide sur le nouveau site internet du centre de gestion. Nous essayons encore, nous aussi, de le prendre en main autant que possible. On a vraiment pour objectif de l'achalander cette année. On veut vraiment que ce soit une interface sur laquelle vous pouvez vous reposer pour prendre de l'information. C'est-à-dire que voilà, vous nous appelez, on n'est pas joignable, et ben peut-être que la réponse est là. Si vous avez une question d'ordre général, peut-être que la réponse sera là aussi. On aimerait vraiment vous donner un support fiable et à jour sur lequel vous pouvez vous reposer et que vous pouvez aller consulter. Avec des actus, avec plein de choses. Il y aura les replays des rendez-vous statuts, il y aura les supports de réglementation, il y aura plein de choses là-dessus. On veut que ça devienne vraiment un outil sur lequel on peut compter. Voilà. Vous pourrez télécharger les dossiers vierges, vous pourrez regarder les agendas de rendez-vous statut, les agendas d'ateliers. Il y aura une base documentaire, des modèles. Voilà, on veut vraiment que ça devienne quelque chose. On l'a sous-utilisé. On va essayer de le rendre extrêmement opérationnel. Pour finir, notre plan de communication pour l'année 2026. Alors, on a pas mal balbutié sur les dates et sur les thèmes. On a essayé de se renouveler au maximum par rapport à l'année dernière pour vous donner des choses un peu de première fraîcheur, voilà, et les choses qui étaient attendues. Donc, il y a des choses qu'on refait parce que c'est plus facile. Et il y a des choses nouvelles. Voilà, les dates, peut-être, changeront un peu, c'est possible. Les thèmes, normalement, ne bougeront pas. Donc, on a celui d'aujourd'hui, du 29 janvier, sur l'accompagnement du centre de gestion. Je pense qu'on commencera chaque année avec ce rendez-vous-là. Pour les nouveaux et nouvelles gestionnaires, les nouveaux et nouvelles directions, la réglementation, on va dire d'ordre général, comment on fonctionne, ce genre de choses. Voilà. Chaque année, on commencera comme ça. Ensuite, on va faire un focus sur la catégorie active. C'est très demandé. On est en train de construire le support. On s'arrache les cheveux, clairement. Cette réglementation est un enfer. Mais on va tout vous décrypter avec des scénarios, des mises en situation. On va être vraiment hyper poussé là-dessus. Ensuite, on verra la retraite pour invalidité. Peut-être qu'on le fera en partenariat avec le secrétariat au conseil médical, avec Pierre, pour la partie conseil médical. On ne sait pas trop, c'est en discussion. On refera la retraite progressive parce que c'est très demandé. Du coup, c'est toujours bien de rappeler un petit peu les règles. On fera un focus également sur le décès de l'agent. Voilà. C'est des situations qui arrivent, qui nous prennent systématiquement
quand je dis nous, c'est vous, c'est tout le monde, au dépourvu, qui nous mettent dans une situation généralement de grand stress. Il faut réagir très vite. Et quand ça arrive, eh ben, on sait généralement pas quoi faire. Le but de ce rendez-vous là, ça va être de vous donner les jalons. Voilà, je prends la liste et je fais ça, 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 etc., etc. Et comme ça, j'oublie rien et ça se passe, on va dire, le moins pire possible. Voilà. En tout cas, du point de vue administratif, le moins pire possible. On refera un retour sur la carrière longue qu'on a déjà fait, toujours pour rappeler les règles. On verra également les avantages familiaux, c'est très demandé. Donc les bonifications, les majorations, comment ça se passe au privé, au public, c'est hyper compliqué. Donc là, pareil, on va démystifier tout ça. Et on refera en fin d'année la catégorie active, tout simplement parce qu'il se sera écoulé un petit peu de temps et que c'est bien de la revoir. Au niveau des ateliers pratiques, on va avoir un atelier très rapidement, le 10 février 2026. Donc, si vous voulez vous inscrire, donc c'est le matin à partir de 9h, c'est de 9h à midi, dans les nouveaux locaux du centre de gestion, au 13 rue Alain Colas, pour la prise en main de PEPS. Donc, je ne vous cache pas que, pour l'instant, on ne sait pas encore vraiment ce qu'on va faire. Donc, on va naviguer sur PEPS, on va regarder des dossiers agents, on va regarder des carrières, on va faire des corrections, on va naviguer sur le simulateur, on va surtout beaucoup échanger, on répondra à toutes vos questions, on va prendre des dossiers que nous, on est en train de faire, on va les faire un petit peu avec vous, devant vous. Si vous avez des dossiers, on va les regarder. Voilà, ça va être très interactif, ça va être, on va naviguer sur la plateforme, on va regarder la documentation CNRACL, on va faire en sorte de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez vous aussi naviguer là-dessus et gagner en autonomie. Voilà. Donc on ira jusqu'à 8 places inscrites. On a quelques inscriptions déjà. Donc réagissez rapidement si vous voulez venir. Vous nous envoyez un mail à notre adresse mail retraite@cdg81.fr. Vous nous dites que vous voulez venir et à ce moment-là, on vous dit c'est possible, c'est pas possible. On vous répondra dans la foulée, on vous inscrit. Voilà. Bien évidemment, on verra tout ce qui est carrière simulateur. On verra aussi le dossier appelé en liquidation. On verra tout ce qui est modification de la situation personnelle de l'agent, comment ça a des impacts. Voilà, on pourra tirer des simulations, on va faire plein de choses. Je ne doute pas qu'on ne va pas s'ennuyer. On fera également aussi des ateliers pratiques sur la catégorie active. Alors là, en fait, on va regarder des cas. Voilà, on va regarder des situations. Des agents qui sont auxiliaires de soins, aides-soignants, rippers, policiers. On va prendre vraiment des cas et on va monter des dossiers. Voilà, on va monter des dossiers. Et ensuite, on recommence, on refera de la prise en main de PEPS en septembre pour celles et ceux qui n'ont pas pu venir ou c'était plein pour la session du 10. On refera de la catégorie active, on veut vraiment mettre l'accent là-dessus cette année. Et on finira l'année en décembre par un atelier retraite progressive. Voilà. Si jamais, parce que là on va finir, en plus j'ai même dépassé l'horaire, j'en suis désolé, je m'en suis pas rendu compte. Mais si vous êtes encore là et que vous avez des souhaits de thèmes, d'ateliers ou de webinaires, n'hésitez pas à nous les marquer dans le chat. Voilà. Franchement, on est ouvert à la demande, on est là vraiment pour vous. Donc, s'il y a des besoins, n'hésitez pas à nous les communiquer, ou même par mail, si les idées vous viennent. Voilà, c'est important qu'on ait vos retours également sur ce service-là. Qui sera amené à évoluer et à prendre de l'importance, je pense, au vu de la pyramide des âges dans la fonction publique territoriale et au vu de la réglementation qui ne cesse de se complexifier d'année en année. Voilà. Donc je ne doute pas que vous ayez, on va dire, un besoin également d'accompagnement et de sécurisation juridique pour vos agents. J'en ai terminé.
J'en ai terminé. Est-ce qu'il y a des questions? Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Oui, 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 n'hésitez pas.